Bonjour la famille, bienvenue à nouveau. N'oubliez pas de vous abonner, et faites-nous savoir d'où vous regardez l'histoire dans la section des commentaires. L'horloge de la cuisine faisait un tic-tac discret, mais dans la tête de Sarah, cela ressemblait à un compte à rebours. Elle fixait le dîner intact. Des spaghettis, du pain à l'ail et le gâteau au chocolat préféré de son mari. Chaque soir de cette semaine, elle avait préparé un repas qui lui donnait autrefois le sourire. Mais ce soir, comme les autres, elle était assise seule à table, vérifiant son téléphone à la recherche d'un message qui n'arrivait jamais. Sarah Miller avait 33 ans, le regard chaleureux et d'un naturel calme, le genre de personne qui se souvient des anniversaires, demande comment s'est passée votre journée et écoute quand vous répondez. Mais même les cœurs les plus gentils peuvent être meurtris. Elle essayait de croire que tout allait bien, que David était juste occupé, que leur mariage était toujours intact. Ce n'était pas le cas. À 22h30, des clés tournèrent dans la serrure. Le cœur de Sarah bondit, puis retomba aussitôt. Elle afficha un sourire forcé alors que David entrait, sa veste sur le bras, une légère odeur de parfum féminin s'accrochant à sa chemise. « Tu es en retard », dit Sarah, essayant de paraître décontractée. David la regarda à peine. Il posa sa mallette et se frotta le front. « Je t'avais dit qu'il y avait une réunion. Victoria avait besoin que je reste tard. » Victoria. La nouvelle patronne de son mari. La femme dont le nom revenait sans cesse à des heures étranges, dans des endroits étranges, comme une chanson coincée dans sa tête. Sarah essaya de ne pas laisser sa voix trembler. « J'ai fait à dîner. Je t'ai attendu. » David jeta un coup d'œil à la nourriture froide, puis haussa les épaules. « J'ai déjà mangé, désolé. » Elle hocha la tête, ravalant sa peine. Elle le regarda passer devant elle, se diriger directement vers le salon et allumer la télévision. Elle le suivit, s'asseyant sur le bord du canapé, désespérée de se sentir connectée à l'homme qu'elle connaissait autrefois. « David ? Est-ce que tout va bien ? Tu as été si distant ces derniers temps. » Il ne répondit pas tout de suite. Sur l'écran, des couleurs vives scintillaient, mais aucun d'eux ne les voyait. Finalement, il soupira. « Sarah, pas encore ça. Je suis juste fatigué. Le travail est stressant. Victoria nous met beaucoup de pression. » Elle voulait le croire. Elle voulait croire que leur amour était toujours là, sous l'épuisement et les nuits tardives. Mais un vide froid s'installa dans son estomac. Peut-être qu'on pourrait prendre un week-end de congé, tenta-t-elle. Juste toi et moi. Aller quelque part. Parler. Il renifla. Qui va payer pour ça ? Ton rêve de démarrer ta propre boulangerie ne nous a toujours pas rapporté un sou. C'est moi qui fais tenir cette famille. Sarah tressaillit. Elle avait mis son rêve en attente, pris des postes à temps partiel au café local, et tout investi pour soutenir la carrière de David. Grande industrie était devenue leur vie. Elle se redressa. J'essaie, David. Je sais que tu travailles dur, mais... Laisse tomber, Sarah, coupa-t-il, sa voix assez tranchante pour couper. Elle se recroquevilla, silencieuse. David soupira, se frottant à nouveau les tempes. Il avait l'air fatigué. Plus âgé, en quelque sorte, bien que Sarah ne puisse dire si c'était le travail, ou quelque chose de plus profond. Il alla prendre une douche. Sarah resta assise seule, fixant l'écran sombre. Elle sentait le poids des secrets l'envahir. Sarah se réveilla au son de David qui s'habillait. Il se déplaçait rapidement, presque comme s'il ne voulait pas qu'elle se réveille. Elle se força à sortir du lit et à le saluer. « Bonjour, » dit-elle, gardant un ton léger. Il hocha la tête sans la regarder dans les yeux. « Je dois arriver tôt. Victoria veut discuter du nouveau projet. » Elle se mordit la langue, le regardant nouer sa cravate. « Tu veux du café ? » Pas le temps, marmonna-t-il en attrapant son téléphone. Alors qu'il partait, elle aperçut l'écran de son téléphone. Un message de V. Elle vit un emoji cœur à la fin de l'aperçu. Son estomac se noua. Elle attendit d'entendre la voiture partir avant de se laisser pleurer, des larmes silencieuses dans son oreiller. Sarah essuyait les tables, se forçant à se concentrer sur son travail. Le café bourdonnait de vie. Des couples riaient, des amis bavardaient, des familles partageaient le petit déjeuner. C'était un monde dont elle faisait partie avant que tout ne change. Son amie, Linda, remarqua ses yeux rouges. « Ça va, Sarah ?
Sarah réussit à sourire. Juste fatiguée. David travaille beaucoup tard. Linda fronça les sourcils. Tu es sûr que ce n'est que le travail? J'ai déjà vu des hommes comme ça. Ne le laisse pas te marcher dessus. Sarah secoua la tête. Il est juste stressé. Victoria est dure avec lui. Linda haussa les épaules. Peut-être. Garde juste les yeux ouverts, d'accord? Sarah hocha la tête, mais l'inquiétude resta avec elle toute la journée. David ne rentra pas avant minuit. Sarah attendit, déterminée à parler. Quand il entra enfin, sa chemise débraillée et ses cheveux en désordre. Elle essaya de garder une voix stable. David, il faut qu'on parle. Il avait l'air agacé. Pas maintenant, je suis fatigué. Ça ne peut pas attendre, insista TL. J'ai l'impression que tu m'échappes. Il roula des yeux. Sarah, arrête d'être dramatique. Tu crées toujours des problèmes là où il n'y en a pas, elle s'approcha, sa voix tremblante. Y a-t-il quelqu'un d'autre? David la fixa longuement. Tu veux vraiment faire ça maintenant? Oui. Il hésita. D'accord. Tu veux la vérité? Oui. J'ai rencontré quelqu'un. Elle me comprend. Elle respecte ce que je fais. Elle me fait me sentir vivant, Sarah. Pas piégé. Le monde de Sarah bascula. C'est Victoria? Il ne répondit pas, mais son silence en disait assez. Le souffle de Sarah se coupa dans sa poitrine. Depuis combien de temps? Quelques mois, dit-il sans la regarder. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai fini de faire semblant. Je pars. Elle tendit la main vers lui, mais il recula. David, s'il te plaît. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Il secoua la tête. Je ne veux pas arranger ça. Je veux sortir. Il fit un sac, ignorant ses larmes. Je viendrai chercher le reste de mes affaires. Ne m'appelle pas, la porte claqua derrière lui. Sarah s'effondra sur le sol, son corps secoué de sanglots. Sarah dormit à peine. La maison semblait plus froide, plus vide. Elle évitait ses amis et sa famille, incapables d'affronter leurs questions. Sa mère appela, mais Sarah laissa sonner. Un soir, désespérée d'obtenir des réponses, elle se rendit à Grande Industrie. Elle savait que David serait là. Il vivait pratiquement au bureau maintenant. Elle attendit sur le parking, observant les fenêtres. À 21h, elle les vit. David et Victoria, sortant ensemble, riant comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Elle se cacha derrière une voiture, le cœur battant à tout rompre. Elle vit David se pencher, embrasser Victoria, doucement d'abord, puis avec avidité. Victoria sourit, l'enlaçant. Ils montèrent dans sa voiture et partirent. Sarah plaqua une main sur sa bouche, se forçant à ne pas crier. Le lendemain matin, Sarah arriva tôt au café, les yeux cernés de rouge. Elle essaya de le cacher. Mais Linda remarqua. « Sarah, tu as l'air terrible. Que se passe-t-il » Sarah craqua. « Il m'a quitté, Linda, pour sa patronne, pour Victoria. » Linda la serra dans ses bras, féroce et loyale. « Quelle lâche. Tu ne mérites pas ça, Sarah. Tu vaux mieux que deux. » Sarah secoua la tête. « Je ne me sens pas mieux. Je me sens vide. » Linda lui serra la main. « Il le regrettera. Crois-moi. » Une semaine passa. Sarah essaya de reprendre pied. Mais partout où elle allait, elle voyait des rappels de David. La nuit, elle rêvait de leur mariage, de leur premier appartement, de ses promesses. Elle rangeait le placard lorsqu'elle trouva une vieille lettre de sa grand-mère, celle qu'il avait élevée après la mort de ses parents. Sarah la lut, les larmes montant à ses yeux. « Ma chère Sarah, n'oublie jamais que tu descends d'une lignée de femmes fortes. Il y a quelque chose d'important que je t'ai laissé. Vois mon avocat quand le moment sera venu. Tu le sauras. » Sarah avait toujours pensé que c'était sentimental. Maintenant, avec son monde en ruine, elle se demanda s'il y avait plus. Elle prit rendez-vous avec l'avocat de la famille. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était tout. Ce week-end-là, le téléphone de Sarah sonna. C'était David. Elle décrocha, l'espoir palpitant dans sa poitrine.
Peut-être avait-il changé d'avis. Mais sa voix était froide. Je viens chercher mes affaires. Victoria et moi emménageons ensemble. J'ai besoin que tu sois parti de la maison d'ici demain. Sarah sentit le dernier fil se rompre. C'est aussi ma maison, David. Tu ne peux pas juste. Je ne veux pas discuter, Sarah. J'ai tourné la page. Tu devrais aussi. Il raccrocha. Sarah s'assit, tremblante, regardant les murs se refermer sur elle. Lundi matin, elle entra dans le bureau de l'avocat, se préparant à de mauvaises nouvelles. Monsieur Anderson, l'avocat de la famille, sourit gentiment. Sarah, votre grand-mère vous a laissé une fiducie. Elle voulait que vous l'ayez quand vous en auriez vraiment besoin. Je pense que le moment est venu. Sarah cligna des yeux. Une fiducie? Il hocha la tête. Oui. Elle comprend un héritage important. Mais il y a autre chose. Quelque chose que vous devriez voir. Il lui tendit un épais dossier marqué. Grande Industrie. Sarah fixa le logo, confuse. Pourquoi ma grand-mère me laisserait-elle quelque chose à voir avec l'entreprise de David? Monsieur Anderson se pencha en avant. Votre grand-mère était la sœur du fondateur. Elle vous a laissé ses parts. Vous, Sarah, êtes maintenant l'actionnaire majoritaire de Grande Industrie. Le cœur de Sarah battait la chamade dans sa poitrine. Elle essaya d'assimiler. Le monde qui s'était effondré bascula soudainement à nouveau. Cette fois, en sa faveur. Sarah resta longtemps assise dans le bureau de l'avocat, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le dossier sur ses genoux semblait incroyablement lourd. Sa grand-mère, calme, aimante, toujours souriante, lui avait laissé plus que de l'argent. Elle lui avait laissé du pouvoir. Le genre de pouvoir qui pouvait tout changer. Sarah retint ses larmes, un mélange de chagrin et d'incrédulité. « Êtes-vous sûr » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il doit y avoir une erreur. » Monsieur Anderson secoua la tête. « Pas d'erreur, Sarah. Votre grand-mère a été une associée silencieuse de Grande Industrie pendant plus de 20 ans. Elle n'a jamais aimé attirer l'attention. Mais elle se souciait de l'avenir de l'entreprise. Et du vôtre. Ses actions font de vous l'actionnaire majoritaire. » Sarah traça les lettres dorées sur le dossier. Grande Industrie. La nouvelle vie de David. L'entreprise de Victoria. Son entreprise. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant, demanda-t-elle, luttant toujours pour y croire. Il sourit doucement. Juste moi et vous, pour l'instant. Votre grand-mère a demandé que le transfert reste privé jusqu'à ce que vous le réclamiez. Mais maintenant c'est officiel. J'ai déjà déposé les documents. Les mains de Sarah tremblaient. Soudain, sa tristesse se mêla à autre chose. De la peur, oui, mais aussi une étincelle d'espoir. Que dois-je faire, demanda-t-elle. Pour l'instant, rien. Prenez le temps de digérer cela. Vous pouvez visiter l'entreprise, rencontrer le conseil d'administration ou simplement observer. Mais Sarah, souvenez-vous. Vous avez des droits. Vous n'êtes pas impuissante. Sarah quitta le bureau en serrant le dossier. Elle leva les yeux vers le ciel nuageux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit l'envie de se battre. Quand Sarah rentra chez elle, elle trouva David déjà là, emballant ses affaires dans des cartons. Il se déplaçait rapidement, fourrant chemise, chaussures et articles de toilette dans des sacs. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. « Je pensais que tu avais dit demain, » dit Sarah calmement. Il haussa les épaules. Les plans ont changé. Victoria veut que j'emménage ce soir. Sarah le regarda un moment, son cœur un étrange mélange d'amour et de dégoût. « Est-ce qu'elle t'a aussi offert une promotion » demanda Sarah, sa voix étonnamment stable. David s'arrêta, sa main serrée autour d'une ceinture. « Elle m'apprécie, Sarah. Elle connaît ma valeur. » Elle voulait hurler, crier tout ce qu'il avait jeté. Mais au lieu de cela, elle garda sa voix calme. « J'espère qu'elle te donnera tout ce que tu veux, David. » Il ferma son sac à fermeture éclair. « Ne joue pas la victime. Tu as toujours été trop douce, trop naïve. Tu ne m'as jamais poussée. Victoria est différente. Elle est ambitieuse. Elle me fait me sentir vivant. » Sarah le regarda, vraiment regardé, et vit que l'homme qu'elle avait aimé avait disparu.
À sa place se trouvait quelqu'un de froid, David et de petit. Il jeta son sac sur son épaule. J'enverrai quelqu'un pour le reste. Alors qu'il passait près d'elle, Sarah parla, sa voix calme et claire. Tu sais, parfois l'ambition a un prix. David roula des yeux. Épargne-moi tes leçons de vie. Elle le regarda partir, sentant la dernière partie de son ancienne vie s'échapper. Les jours suivants furent flous. Sarah essaya de se ressaisir, mais chaque coin de la maison recelait des souvenirs. Elle passa des heures à regarder le dossier de sa grand-mère, lisant le jargon juridique encore et encore. Une partie d'elle voulait marcher directement dans Grande Industrie et réclamer sa place. L'autre partie, la partie blessée et effrayée, voulait juste disparaître. Son téléphone sonnait sans arrêt. Sa mère, ses amis, même Linda, tous voulaient des réponses. Mais Sarah les ignora, pas prête à parler des décombres de son mariage. Elle retourna travailler au café. Linda la serra dans ses bras et lui offrit un endroit où rester, mais Sarah secoua la tête. « J'ai besoin de me débrouiller seule, dit-elle. Au moins pour un petit moment. » Linda hocha la tête, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Chez Grande Industrie, David vivait son rêve. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Victoria l'accueillait chaque matin avec un sourire et un baiser, son parfum vif et cher. Elle le présentait à ses collègues, vantant ses compétences. « Tu vas faire de grandes choses ici, David, lui dit-elle un après-midi alors qu'il déjeunait dans son bureau. Reste avec moi et je ferai de toi une star. David sourit, savourant cela. J'ai toujours voulu une chance comme celle-ci. Les yeux de Victoria brillèrent. Bien, alors tu feras tout ce qu'il faut. Il hocha la tête. N'importe quoi. Elle se pencha en avant, la voix basse et sérieuse. La loyauté signifie tout pour moi. Trahis-moi et tu es fini. David rit. Je ne suis pas stupide. Elle sourit, mais David remarqua que cela n'atteignait pas ses yeux. La mère de Sarah finit par se présenter à la maison un après-midi pluvieux, inquiète et insistante. Sarah, tu dois me parler, dit-elle en forçant l'entrée. Les gens m'appellent, me demandent ce qui s'est passé. David a dit que tu étais instable. Il raconte à tout le monde que tu l'as mis à la porte. Sarah la regarda, stupéfaite. Il m'a quitté, maman, pour une autre femme, pour sa patronne. Le visage de sa mère s'affaissa. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. Sarah essuya ses yeux. Je ne suis pas folle. Je n'ai juste pas voulu être humiliée. Sa mère la serra dans ses bras. Tu n'es pas seule. On va s'en sortir. Sarah voulait la croire. Les mots se répandirent rapidement. Bientôt, les amis de Sarah commencèrent à agir étrangement. Certains arrêtèrent d'appeler. D'autres envoyèrent des messages gênants. Un par un, les gens prirent leur distance, trop effrayés pour choisir un camp. Au travail, Sarah surprit 2 clientes en train de chuchoter. « Tu as entendu parler de Sarah ? Son mari s'est enfui avec sa patronne. Elle a dû faire quelque chose. » Sarah retint ses larmes en versant le café. Elle n'aurait jamais pensé que sa vie deviendrait un sujet de commérage pour des étrangers. Un après-midi, Victoria entra dans le café, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait un tailleur pantalon puissant et des lunettes de soleil, ayant l'air en tout point de la cadre supérieure accomplie. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle versait un café. Victoria se glissa dans une banquette et lui fit signe de venir. 2 cafés noirs. Faites vite. Sarah garda la tête baissée, luttant contre la colère et l'embarras. Quand elle apporta le café, Victoria ne dit pas merci. Au lieu de cela, elle enleva ses lunettes de soleil et fixa Sarah avec un sourire froid. « Vous êtes la femme de David, n'est-ce pas ?» Sarah hocha la tête, la mâchoire serrée. « Ex-femme, bientôt. » Victoria sirota son café. « Vous devriez tourner la page. David et moi sommes sérieux. Il va aller loin et vous, eh bien, vous êtes coincés ici. » Sarah sentit ses joues brûler. « C'est pour ça que vous êtes venu ici ? Pour jubiler ?» Le sourire de Victoria devint plus froid. « Non. Je suis venu voir ce qu'il a laissé derrière lui. Honnêtement, je comprends pourquoi il a fait ce choix. » Les mains de Sarah se crispèrent en poing. « Profitez en tant que ça dure. » Victoria remit ses lunettes de soleil et se leva. « Ne vous inquiétez pas, je le fais toujours.
Elle partit, son parfum flottant dans l'air comme une gifle. Après la visite de Victoria, quelque chose en Sarah durcit. Elle était fatiguée de pleurer, fatiguée d'être la victime. Elle ressortit le dossier de sa grand-mère, lisant cette fois chaque page. Il y avait une liste d'actifs, des certificats d'action, les contacts des membres du conseil d'administration et, surtout, le document officiel lui transférant la propriété majoritaire. Sarah ferma les yeux et se souvint des mots de sa grand-mère. Tu le sauras. Elle savait maintenant. David s'installa dans l'appartement coûteux de Victoria, mais bientôt les fissures commencèrent à apparaître. Victoria était exigeante, contrôlante et possessive. Elle l'appelait à toute heure, vérifiait ses messages et remettait en question sa loyauté chaque jour. Un soir, David rentra tard, épuisé. Victoria l'attendait à la porte, les bras croisés. « Où étais-tu » Il fronça les sourcils. « Je travaillais tard, tu le sais. » Elle plissa les yeux. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone. » Le tempérament de David éclata. « Je ne suis pas ta propriété, Victoria. » Elle sourit froidement. « Si tu veux rester dans mon monde, tu suis mes règles. » David réalisa, trop tard, qu'il avait échangé une sorte de prison contre une autre. Un matin, Sarah appela Monsieur Anderson. « Je veux voir le conseil d'administration, dit-elle, la voix stable. Il semblait fier. « Je vais arranger ça. Vous êtes prête ?» Sarah passa la semaine suivante à se préparer. Elle lut chaque dossier, mémorisa chaque nom et apprit tout sur Grande Industrie. Elle répéta son introduction jusqu'à ce qu'elle puisse la dire sans trembler. Le jour de la réunion, elle revêtit son meilleur tailleur et attacha ses cheveux en arrière. Elle se regarda dans le miroir, vit la peur et la repoussa. « Je peux le faire » murmura-t-elle. La salle du conseil d'administration de Grande Industrie était vaste et froide, pleine de verre et d'acier. Sarah s'assit à une extrémité de la table, les mains jointes sur ses genoux. Un par un, les membres du conseil entrèrent. Des hommes et des femmes en costumes coûteux, la plupart étrangers. À la tête de la table siégeait Victoria, parfaitement posée, l'air de posséder le monde. Elle ne remarqua pas Sarah au début. Quand elle le fit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de suspicion. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Victoria. Sarah se leva, la voix forte. « Je suis ici en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Ma grand-mère Hélène Carter m'a laissé ses parts. » La pièce devint silencieuse. Victoria rit. « Ce n'est pas possible. » Monsieur Anderson entra dans la pièce, tenant les documents juridiques. « C'est vrai. Les documents sont en ordre. » Le visage de Victoria perdit ses couleurs. « C'est une blague. » Sarah secoua la tête. « Non. Vous me rendez compte maintenant. » David se précipita dans la salle du conseil, essoufflé. Il se figea en voyant Sarah à la tête de la table. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle le regarda, toute l'ancienne douleur s'évanouissant. « Je reprends ce qui m'appartient. » Victoria essaya de se reprendre. « Vous ne pouvez pas débarquer ici et prendre le contrôle. » Sarah sourit, calme et féroce. « Je peux et je l'ai fait. L'entreprise est à moi. » David regarda de Sarah à Victoria, la panique dans les yeux. Il réalisa qu'il avait tout misé. Et perdu. Les membres du conseil murmurèrent entre eux. Monsieur Anderson distribua les documents. Victoria lança un regard noir à Sarah. « Vous n'avez aucune expérience, vous n'avez pas votre place ici. » Sarah soutint son regard. « Peut-être pas. Mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, l'intégrité. Et je ne vous laisserai pas détruire ce que ma famille a construit. » Après une discussion tendue, le conseil se rangea du côté de Sarah. Sa propriété était légale et contraignante. Le pouvoir de Victoria avait disparu. Cette nuit-là, Sarah s'assit dans le vieux fauteuil de sa grand-mère, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en paix. Elle n'était plus la même femme qui avait pleuré sur des dîners froids et des promesses brisées. Elle était quelque chose de nouveau. Plus forte. Plus sage. Prête à affronter ce qui allait suivre. Elle murmura. « Merci, grand-mère. » Dehors, le tonnerre gronda. Une tempête arrivait. Mais Sarah était prête. Sarah n'avait jamais imaginé posséder quoi que ce soit,
encore moins une entreprise aussi grande que Grande Industrie. Mais la réalité n'attend pas que les nerfs se calment. Elle avait le pouvoir maintenant. Et chaque jour apportait un nouveau défi. Le premier matin après la réunion du conseil d'administration, Sarah dormit à peine. Elle rejoua chaque mot, chaque regard, chaque visage choqué. Le regard sur le visage de Victoria, l'incrédulité, la panique, revenaient sans cesse dans son esprit. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Sarah mit le vieux médaillon de sa grand-mère pour se donner du courage et entra dans Grande Industrie non pas en tant que visiteuse, mais en tant que patronne. Quand Sarah entra dans le bâtiment, les têtes se tournèrent. Elle vit les chuchotements, les regards subtils, et sentit la froide curiosité. La plupart des gens la considéraient comme la femme de David, ou la femme qui s'était fait larguer. Maintenant, ils ne savaient pas comment l'appeler. Une jeune réceptionniste l'accueillit avec un sourire nerveux. « Bonjour, Madame Miller. » Sarah hocha la tête. « Bonjour, Julia, mon bureau est-il prêt ?» Julia se leva précipitamment. « Oui, par ici. » Alors que Sarah traversait les couloirs, elle sentit le poids du jugement. Elle garda la tête haute, même si les rumeurs bourdonnaient plus fort derrière elle. Le nouveau bureau de Sarah était magnifique. Mais il sentait encore le parfum de Victoria. Elle s'assit derrière l'immense bureau, déterminée à ne pas laisser les nerfs prendre le dessus. Quelques instants plus tard, Victoria fit irruption, ses talons martelant comme le tonnerre. « C'est une erreur, » dit Victoria, sa voix glaciale. « Vous n'avez pas votre place ici. » Sarah tint bon. « Je possède cette entreprise maintenant. Je suis ici pour faire mon travail. » Victoria ricana. « Vous êtes ici pour jouer à la poupée. Vous n'avez aucune idée de comment les choses fonctionnent. » Sarah croisa son regard. « Alors apprenez-moi. Où écartez-vous » Pendant un moment, Victoria parut décontenancée. Elle ne s'attendait pas à un défi. Victoria se pencha près. « Ne pensez pas que je vais vous faciliter la tâche. » Sarah soutint son regard. « Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. » Victoria partit sans un mot de plus. Sarah laissa échapper un souffle tremblant, mais sa résolution ne fit que se renforcer. David essaya de maintenir les apparences, mais tout était différent maintenant. Il ne se pavanait plus dans les couloirs avec confiance. Au lieu de cela, il s'inquiétait de chaque réunion, de chaque décision. Ses collègues gardaient leur distance, et il voyait la peur dans leurs yeux. À la maison, Victoria devint encore plus contrôlante. Elle le cuisinait sur le travail, surveillait ses appels et critiquait la moindre petite chose qu'il faisait. Un soir, David rentra tard. Victoria attendait, un verre de vin à la main. « Tu es en retard, dit-elle. » David soupira. La nouvelle propriétaire a convoqué une réunion. J'ai dû rester. Les yeux de Victoria se plissèrent. Sarah ? Ce n'est pas ta patronne. Elle n'est rien. David hésita. Elle n'est pas rien, Victoria. Elle possède l'entreprise maintenant. Tu ne peux pas simplement l'ignorer. Le sourire de Victoria était mince et dangereux. J'ai construit cet endroit. Je t'ai fait. N'oublie pas qui t'a tout donné. David la regarda fixement. Tu ne m'as rien donné. Tu as pris tout ce que j'avais et tu l'as utilisé. Victoria rit froidement. Tu ne comprends toujours pas. Le pouvoir ne se donne pas, David. Il se prend. Et si Sarah pense qu'elle peut débarquer ici et prendre le mien, elle va avoir un choc. Il réalisa avec un profond sentiment d'effroi qu'il était piégé entre deux femmes qui avaient toutes deux plus de pouvoir que lui. Toutes deux pouvaient le détruire si elles le voulaient. La première semaine de Sarah en tant que propriétaire fut une épreuve du feu. Elle passa des heures en réunion, apprenant les ficelles du métier, rencontrant les directeurs et répondant à des questions qu'elle comprenait à peine. Certains membres du personnel la traitaient avec respect. D'autres dissimulaient à peine leur mépris. Lors d'une réunion tendue, un directeur plus âgé nommé M. Green la défia ouvertement. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Miller, vous n'avez aucune expérience dans la direction d'une entreprise comme celle-ci. Pourquoi devrions-nous vous écouter ?» Le cœur de Sarah s'emballa, mais elle tint bon. « Parce que je suis ici pour protéger cette entreprise et tous ceux qui y travaillent. Je ne sais peut-être pas tout encore, mais j'apprends vite. Ma grand-mère m'a fait confiance, je ne la laisserai pas tomber. Ni vous. » Il y eut un long silence.
Puis quelqu'un applaudit. D'autres se joignirent, lentement d'abord, puis avec plus de confiance. Sarah sourit. Elle savait qu'elle devrait les gagner un par un. Pendant ce temps, Victoria n'était pas prête à céder son trône. Elle organisa des réunions secrètes avec ses alliés les plus proches, complotant pour saper Sarah à chaque tournant. Un après-midi, Sarah surprit 2 cadres chuchotant dans le couloir. Victoria prépare quelque chose, dit l'un. Elle veut que Sarah parte, dit qu'elle est une amatrice. Sarah fit semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, son estomac se noua. Elle réalisa qu'elle ne pouvait faire entièrement confiance à personne. Elle demanda conseil à Monsieur Anderson. Gardez vos amis proches, mais vos ennemis encore plus proches, dit-il. Documentez tout, ne laissez pas Victoria vous déjouer. Sarah hocha la tête, la détermination se durcissant en elle. Elle ne reculerait pas tard un soir, Sarah resta dans son bureau longtemps après le départ de tout le monde. Elle feuilleta de vieux dossiers de l'entreprise, cherchant quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi sa grand-mère lui avait laissé l'entreprise. Elle trouva une lettre manuscrite de sa grand-mère, glissée dans un dossier de papier poussiéreux. « Ma très chère Sarah, cette entreprise a toujours été plus qu'une affaire. C'est une partie de notre famille. Protège-la comme je t'ai protégée, fais confiance à tes instincts, et n'aie pas peur de prendre des décisions difficiles. Parfois, les personnes qui te sourient sont les plus dangereuses. » Sarah sentit un frisson en terminant la lettre. Sa grand-mère connaissait les ténèbres de grande industrie même des années auparavant. David regardait sa nouvelle vie s'effondrer. Victoria était plus froide chaque jour. Au travail, les gens l'ignoraient ou chuchotaient derrière son dos. La promotion promise par Victoria n'arrivait jamais. Il essaya de parler à Sarah mais elle refusa ses appels. Elle était toujours en réunion, toujours trop occupée. Un après-midi, David l'accosta dans le couloir. « Sarah, pouvons-nous parler » plaida-t-il. Elle lui jeta à peine un regard. « Je suis occupé. » Il baissa la voix. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » Elle hocha la tête mais seulement parce que des gens regardaient. Ils entrèrent dans son bureau. David ferma la porte et se tourna vers elle, le désespoir dans les yeux. « J'ai fait une erreur, Sarah, dit-il. Te quitter, choisir Victoria. C'était stupide. Elle n'est pas celle que je pensais. » Sarah le regarda, calme et impassible. « Tu as brisé ma confiance, David. Tu as fait ton choix. » Il essaya de lui prendre la main mais elle se retira. « J'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. » Elle secoua la tête. « Tu ne m'as pas seulement trahi, tu t'es trahi toi-même. Je ne suis pas ton filet de sécurité. » Les épaules de David s'affaissèrent. Il vit, enfin, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain, Victoria convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration, essayant de faire passer une proposition visant à dépouiller Sarah de son pouvoir. Elle se tenait à la tête de la table, sa voix tranchante et autoritaire. Sarah Miller n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger Grande Industrie. Je propose que nous votions pour la remplacer par quelqu'un de plus qualifié. Sarah se leva, la voix stable. Vous pouvez essayer, Victoria. Mais je détiens la majorité des actions. Cette entreprise est à moi, légalement. Le visage de Victoria se tordit de colère. Alors je vais vous rendre la vie impossible. Sarah haussa les épaules. Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai pas peur de vous. Le conseil d'administration hésita. Ils virent le désespoir de Victoria et la force de Sarah. Ils votèrent pour maintenir Sarah en tant que propriétaire, mais le message était clair. Victoria était dangereuse. Et elle n'allait pas disparaître tranquillement. Plus tard cette semaine-là, Sarah reçut un tuyau anonyme. Victoria détournait des fonds de l'entreprise, cachant de l'argent dans des comptes secrets. Sarah appela immédiatement Monsieur Anderson. « Nous avons besoin de preuves, dit-elle. Si je peux l'attraper, nous pourrons la faire sortir pour de bon. » Ils mirent en place une enquête, discrète et prudente. Les jours se transformèrent en nuit alors que Sarah épluchait les chiffres, traquant la vérité. Finalement, les preuves arrivèrent, relevés bancaires, emails secrets, signatures falsifiées. Victoria volait l'entreprise depuis des années. Sarah convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. La salle était pleine. Victoria siégeait à la tête de la table, suffisante et confiante.
David était assis à côté d'elle, l'air plus petit que jamais. Sarah se leva, tenant un épais dossier. « J'ai la preuve que Victoria détourne des fonds de grande industrie, dit-elle, sa voix résonnant clairement. Victoria rit. C'est ridicule. Sarah remit des copies des preuves à chaque membre du conseil. Ces documents montrent des virements non autorisés, des comptes secrets, de l'argent manquant dans l'entreprise, de l'argent au nom de Victoria. Les membres du conseil lurent dans un silence stupéfait. Le visage de Victoria devint blême. Un par un, ils se retournèrent contre elle. Est-ce vrai? Exigea M. Green. Victoria tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. La sécurité l'escorta hors du bâtiment. Sarah se tenait droite, essoufflée, mais victorieuse. Avec le départ de Victoria, l'entreprise fut plongée dans le chaos. Mais Sarah prit les devants, déterminée à restaurer la confiance et à reconstruire ce qui avait été brisé. Elle promut des travailleurs honnêtes, donna des opportunités à des personnes qui avaient été ignorées, et instaura de nouvelles règles de transparence et de respect. Certaines personnes doutaient encore d'elle. Mais chaque jour, Sarah devenait plus forte, plus confiante, plus elle-même. David tenta de s'excuser à nouveau, mais Sarah n'avait plus de temps pour lui. Elle avait une entreprise à diriger et une nouvelle vie à construire. Un soir, Sarah retourna dans la maison de sa grand-mère, maintenant la sienne. Elle alluma une bougie près du vieux portrait sur le mur. « J'ai réussi, grand-mère, murmura-t-elle. J'ai protégé la famille. Je me suis protégée moi-même. » Elle se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. Forte, le regard clair, n'ayant plus peur des ombres. Le passé l'avait façonnée, mais il ne la retenait plus. Il y avait encore tant de choses à venir. Mais maintenant, Sarah était prête à tout. Sarah se tenait près de la fenêtre géante de son nouveau bureau, regardant la ville qui lui avait autrefois semblé si inaccessible. Tout était différent maintenant. Elle était passée d'épouse abandonnée à PDG. Et personne ne pouvait plus l'ignorer. Mais la victoire n'avait pas un goût sucré. Elle avait un goût d'acier. Il n'y avait pas de temps pour la célébration. Grande Industrie était meurtrie, méfiante et effrayée après le chaos de la chute de Victoria. Sarah sentait le poids de chaque décision, de chaque regard, de chaque rumeur. Sarah commença sa première semaine en tant que véritable patronne par un acte simple: écouter. Elle convoqua les chefs de service, rencontra les concierges, la sécurité, le personnel subalterne et les directeurs. Elle posa des questions sur leur travail, leur vie, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils craignaient. À leur grande surprise, Sarah prit des notes. Elle se souvenait des noms. Elle louait le bon travail et promettait de réparer les choses brisées que Victoria ignorait. Certains restaient méfiants. D'autres, en particulier ceux blessés par la cruauté de Victoria, se réchauffèrent rapidement. Des murmures d'espoir commencèrent à onduler dans les couloirs. Mais l'entreprise n'était pas son seul problème. Après la révélation de Victoria, le monde de David s'effondra. Sa relation était terminée, sa réputation ruinée, et son poste chez Grande Industrie était en danger. Un matin, il fit irruption dans le bureau de Sarah sans frapper. Il avait l'air fatigué, plus âgé, plus mince, la panique dans les yeux. « Il faut qu'on parle, dit-il, la voix tendue. Sarah ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « À propos de quoi? De ton dernier stratagème ?» Il serra les poings. « J'ai tout perdu, Sarah. Victoria, mon travail, mon avenir. » Elle leva les yeux, calme mais froide. C'est ce qui arrive quand on construit sa vie sur le dos de quelqu'un d'autre. Il s'approcha. « Tu dois m'aider. S'il te plaît. Je ne peux pas recommencer à zéro. » Elle secoua la tête. « Je ne te dois rien, David. Tu as fait ton choix. Vis avec. » Sa voix se brisa. « Je suis désolé, Sarah. J'ai été stupide. J'ai été égoïste. J'aurais dû. » Elle le coupa. « Tu aurais dû être loyal. Tu aurais dû être gentil. Mais tu ne l'as pas été. » Pendant un long moment, il resta là, tremblant, réalisant que la porte était vraiment fermée. « Ne reviens pas ici, David, dit-elle calmement. J'ai besoin d'aller de l'avant. Et toi aussi. » Il partit, la tête basse, et Sarah se permit enfin de ressentir de la pitié. Mais rien de plus. Victoria était partie. Mais ses loyalistes restaient.
Certains essayèrent de saboter Sarah dans l'ombre. Envoyant des emails trompeurs, cachant des fichiers, lançant des rumeurs sur sa vie personnelle. Sarah y fit face de front. Elle traqua chaque mensonge, trouva chaque coupable, et les gagna à sa cause ou les renvoya. Elle remplaça les directeurs toxiques par des travailleurs honnêtes, promut des femmes qui avaient été ignorées, et instaura une politique de porte ouverte. Les gens étaient stupéfaits. Sarah Miller, l'inconnue qui n'était qu'une épouse, était en train de redresser l'entreprise. Un jour, une réunion extraordinaire du conseil d'administration fut convoquée. Un client majeur, un partenaire de longue date, voulait retirer ses contrats à cause des récents scandales de l'entreprise. Sarah assista à la réunion, les nerfs tendus, mais le visage calme. Le PDG du client, M. Roberts, était assis en face d'elle, les bras croisés. « Madame Miller, pourquoi devrions-nous faire confiance à Grant Industries après tout ce qui s'est passé ?» Sarah répondit simplement. « Parce que je ne suis pas Victoria. Je crois en l'honnêteté, en la loyauté, et en la réparation de ce qui est brisé. Donnez-moi 30 jours, laissez-nous prouver que nous sommes différents. » Il la toisa de haut en bas. « Vous avez une chance. » Sarah quitta la réunion et rassembla son personnel. « C'est notre moment. Nous allons regagner cette confiance de la bonne manière. Pas de raccourcis, pas de secret. » En nettoyant l'ancien bureau de Victoria, Sarah trouva un tiroir verrouillé. Elle appela la sécurité du bâtiment, qui l'ouvrit de force. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une épaisse pile d'enveloppes, de lettres et de photos, toutes étiquetées « Assurance ». Sarah les ouvrit et trouva des preuves de chantage. Victoria avait menacé des employés, contraint des partenaires commerciaux, et même payé pour faire taire ses crimes. C'était pire que ce que quiconque savait. Sarah s'assit avec M. Anderson et le conseil d'administration et exposa tout. « Nous allons aller où ils perdront quelques contrats, mais regagneront leur réputation de la bonne manière. » Certains membres du conseil résistèrent, mais la plupart furent d'accord. Les anciennes méthodes étaient révolues. Un après-midi, David tenta une dernière fois de regagner sa place. Il attendit Sarah dans le hall, des fleurs à la main, suppliant pour un moment. Elle le rencontra, non par gentillesse, mais pour clore le chapitre. Il parla, désespéré. « J'ai tout perdu. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, laisse-moi travailler ici, même au plus bas niveau. Je ferai n'importe quoi. » Sarah secoua la tête. « Tu ne fais pas partie de cette entreprise, David. Tu n'as plus ta place ici. » Il commença à pleurer. Le dernier vestige de sa fierté brisée. « Je t'aimais autrefois, Sarah. » Elle le regarda, sa voix ferme. « Alors tu aurais dû te battre pour moi. Au lieu de cela, tu m'as trahi pour le pouvoir, et regarde où ça t'a mené. » Elle se tourna et s'éloigna. David resta debout dans le hall, observé par tout le monde, vraiment seul. Sarah convoqua sa première réunion générale dans l'atrium. Des centaines d'employés se rassemblèrent, anxieux et pleins d'espoir. Elle se tint devant eux, parlant avec une conviction stable. « Je sais que vous êtes fatigués. Je sais que vous avez peur. Mais je vous promets ceci. Grant Industries change. Nous ne serons pas l'entreprise qui détruit les gens pour avancer. Nous serons l'entreprise qui élève les gens, qui se bat pour ce qui est juste. Je ne peux pas effacer le passé, mais je me battrai pour votre avenir. Ensemble. » Le personnel applaudit, certains acclamèrent même. Pour la première fois, Sarah se sentit non seulement en contrôle, mais acceptée. Après la réunion, M. Green, le vieux sceptique, s'approcha d'elle. « Vous n'êtes pas votre grand-mère, mais vous avez son courage. J'ai eu tort à votre sujet. » Sarah sourit. « Merci. J'apprends encore. » Il hocha la tête. Nous tous. Ce soir-là, alors que Sarah se préparait à partir, elle remarqua une ombre passer devant la porte de son bureau. Elle attendit, le cœur battant, puis sortit dans le couloir. C'était Linda, son amie du café, maintenant son assistante de direction. « Linda. Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Linda sourit. « Je m'assure juste que la patronne est en sécurité. On ne sait jamais qui pourrait rôder. » Sarah rit, reconnaissante de cette amitié. « Merci, Linda. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. » Mais en sortant, elle ne put se défaire du sentiment que quelqu'un l'observait encore, attendant un moment de faiblesse.
Sarah rentra chez elle et s'assit avec la vieille lettre de sa grand-mère. « Tu avais raison, murmura-t-elle. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de réparer les choses. » Elle ferma les yeux, se laissant ressentir tout. La douleur, le triomphe, la peur et le nouvel espoir féroce. Demain apporterait de nouvelles batailles. Mais elle ne fuyait plus. Maintenant, les rôles étaient inversés. Je m'appelle Alia Johnson et j'ai 24 ans. Ce matin de décembre a commencé comme n'importe quel autre jour férié dans notre vaste manoir, le genre de maison qui crie vieille fortune et héritage familial. L'escalier en marbre brillait sous les lustres en cristal, des cadeaux emballés étaient éparpillés sous un arbre de 12 pieds, et l'odeur des brioches à la cannelle flottait depuis la cuisine. Ma belle-mère Vivian vivait avec nous depuis 3 ans, depuis qu'elle avait épousé mon père. Elle était tout ce que je n'étais pas, raffinée, calculatrice et obsédée par les apparences. À 42 ans, elle se comportait comme une reine, toujours habillée à la perfection, même au petit déjeuner. J'aurais dû voir les signes plus tôt, mais le chagrin rend aveugle aux signaux d'alarme. Mon père était décédé 6 mois auparavant d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière lui un héritage substantiel qui comprenait des biens immobiliers, des investissements et l'entreprise familiale d'une valeur de près de 8 millions de dollars. Selon son testament, tout m'appartenait lorsque j'aurais 25 ans, dans 6 mois seulement. Vivian recevait une modeste allocation mensuelle et le droit de vivre dans la maison jusqu'à ce que j'hérite. Ce matin-là, je portais une brassée de cadeaux à l'étage pour surprendre Vivian lorsqu'elle apparut en haut de l'escalier. Son sourire semblait différent, froid et prédateur. « Joyeux Noël, ma chérie », dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. Je n'ai jamais vu ses mains bouger jusqu'à ce que je sente la violente poussée contre ma poitrine. Les cadeaux s'éparpillèrent alors que je tombais en arrière sur les 20 marches en marbre, mes jambes se brisant avec un craquement écœurant qui résonna dans toute la maison. Alors que l'obscurité s'approchait, je l'entendis crier à l'aide, la performance parfaite d'une belle-mère inquiète. La douleur me frappa par vagues alors que je reprenais conscience. J'étais étendu au bas de l'escalier, ma jambe droite tordue à un angle contre nature, du sang chaud s'accumulant sous ma tête. Vivian était déjà au téléphone avec le 911, sa voix tremblant avec juste la bonne dose de panique. « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ma belle-fille est tombée dans les escaliers. Il y a tellement de sang », cria-t-elle au téléphone, s'agenouillant à côté de moi avec une inquiétude parfaitement chorégraphiée. Mais j'ai surpris quelque chose dans ses yeux, un éclair de satisfaction qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. À travers mon brouillard de douleur, des souvenirs affluèrent. La façon dont elle m'observait ces derniers temps, posant des questions subtiles sur mes projets d'anniversaire, sur le moment exact où j'accéderais à mon héritage, comment elle rencontrait en privé des avocats qui, selon elle, s'occupaient des affaires de succession. Les mystérieux appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. Mon père m'avait toujours appelé son enfant en or. J'étais censé perpétuer son héritage, développer l'entreprise familiale, peut-être même me présenter aux élections un jour, comme il en rêvait. Alia a ce petit quelque chose de spécial, disait-il à ses amis. Elle va changer le monde. Il avait tout investi dans mon avenir. Les meilleures écoles, des mentors, des opportunités. Maintenant, j'étais allongé, brisé, sur du marbre froid, réalisant que sa veuve venait peut-être de détruire cet avenir. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, leur voix professionnelle tranchant dans les sanglots théâtraux de Vivian. Alors qu'ils stabilisaient ma jambe et me chargeaient sur une civière, je réussis à murmurer, elle m'a poussé. Mais mes mots se perdirent dans le chaos, rejetés comme le bredouillement confus de quelqu'un ayant subi un traumatisme crânien. Vivian me serra la main alors qu'il me sortait en fauteuil roulant, se penchant prêt pour murmurer, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va être différent maintenant. La convalescence fut un enfer. Ma jambe nécessita 2 opérations et une kinésithérapie intensive. Pendant des semaines, les médecins ne savaient pas si je remarcherais normalement. Vivian joua parfaitement le rôle de la belle-mère dévouée, me rendant visite quotidiennement avec des fleurs et des repas faits maison, publiant des mises à jour touchantes sur les réseaux sociaux sur la force de notre famille pendant cette période difficile. 3 jours après mon accident, j'ai convaincu les infirmières que j'avais besoin d'utiliser les toilettes seules. À l'aide de mes béquilles, je me suis péniblement frayé un chemin dans le couloir de l'hôpital, prévoyant d'appeler le vieil ami de mon père, le détective Marcus Webb. Je connaissais Marcus depuis l'enfance, c'était la seule personne susceptible de croire mes soupçons sur Vivian. Mais en passant devant le salon familial, j'entendis la voix de Vivian à travers la porte entr'ouverte.
Elle était au téléphone et son ton était complètement différent de sa douceur habituelle et mielleuse. « Regina, je te dis que ça a parfaitement fonctionné, disait-elle à sa sœur. Mon sang se glaça en reconnaissant le calcul froid dans sa voix. J'ai fait croire à un accident. Elle ne remarchera plus jamais, les médecins ont dit que des lésions nerveuses permanentes sont probables. L'audience pour l'héritage a lieu le mois prochain, et avec elle incapable, je peux contester le testament au motif de son incapacité à gérer la succession. Je me suis plaqué contre le mur, mon cœur battant la chamade alors qu'elle continuait. 24 ans et déjà infirme. La précieuse enfant en or d'Harold ne dirigera aucune entreprise depuis un fauteuil roulant. J'ai des avocats qui peuvent plaider qu'elle a besoin d'un curateur, à savoir moi. 8 millions de dollars Regina. 8 millions de dollars qui auraient dû m'appartenir depuis le début. Son rire était comme du verre brisé. Tu aurais dû voir comment elle est tombée parfaitement. Je planifie ça depuis des mois, j'étudie cet escalier, je calcule l'angle. Elle ne prouvera jamais que je l'ai poussée, c'est sa parole contre la mienne, et qui va croire la fille confuse avec un traumatisme crânien? Mon téléphone était dans mes mains tremblantes, enregistrant chaque mot accablant. Vivian venait d'avouer une tentative de meurtre et j'avais tout enregistré. Le lendemain matin, j'ai appelé le détective Marcus Webb depuis mon lit d'hôpital, ma voix tremblant alors que je lui faisais écouter l'enregistrement. Le silence à l'autre bout du fil s'étira pendant ce qui sembla une éternité. « Jésus-Christ, Alia, murmura-t-il enfin. Cette femme a essayé de te tuer. » Marcus était le meilleur ami de mon père depuis l'université, un vétéran de la police de 20 ans avec des tempes grisonnantes et des yeux gentils. Il m'a appris à pêcher, à assister à toutes les pièces de théâtre de l'école et m'a accompagné à ma remise de diplôme de fin d'études secondaires lorsque mon père était à l'étranger pour affaires. Nous devons être prudents, prévint Marcus, s'installant sur la chaise à côté de mon lit. Enregistrer quelqu'un sans son consentement est juridiquement compliqué, mais la tentative de meurtre l'emporte sur les lois sur les écoutes téléphoniques. Le problème est de monter un dossier qui tiendra la route. Elle est intelligente, riche et a déjà établi sa version des faits. Nous avons besoin de plus de preuves. Au cours de la semaine suivante, Marcus commença discrètement à enquêter. Il découvrit que Vivian avait fait des recherches approfondies sur mon héritage, consultant plusieurs avocats sur la contestation des testaments. Ses relevés financiers montraient qu'elle était profondément endettée, carte de crédit au maximum, factures impayées s'accumulant. Elle avait désespérément besoin de mon héritage. Il y a autre chose, dit Marcus lors d'une de nos réunions clandestines. J'ai récupéré les rapports d'incidents de ce matin-là. L'histoire de Vivian a changé 3 fois. D'abord, elle a dit que tu avais trébuché. Puis elle a prétendu que tu te dépêchais et que tu avais perdu l'équilibre. Enfin, elle s'est arrêtée sur le fait que tu portais trop de cadeaux et que tu ne voyais pas où tu allais. Pendant ce temps, Vivian continuait sa performance digne d'un Oscar. Elle arrivait chaque matin avec des fleurs fraîches, du café de marquer des nouvelles de notre maison. Ne t'inquiète de rien, ma chérie, roucoulait-elle. Je m'occupe de toutes les affaires jusqu'à ce que tu ailles mieux. Les avocats pensent qu'il serait peut-être préférable que je prenne le relais de façon permanente, compte tenu de ton état. J'ai joué le jeu, faisant semblant d'être reconnaissante pour ses soins tout en travaillant secrètement avec Marcus pour monter un dossier à toute épreuve. Nous avions ses aveux, son mobile financier et son histoire changeante. Maintenant, nous avions besoin du moment parfait pour tendre notre piège. 3 mois à l'hôpital m'ont donné amplement le temps de planifier. Pendant que Vivian pensait avoir réussi à rendre sa belle-fille infirme, je travaillais secrètement avec le meilleur kinésithérapeute que l'argent puisse acheter. Mon père m'avait toujours appris que la patience et la stratégie gagnaient les guerres, pas les réactions impulsives. Le docteur Sarah Mitchell, ma kinésithérapeute principale, était stupéfaite de mes progrès. Vos lésions nerveuses n'étaient pas aussi graves qu'on le pensait initialement, expliqua-t-elle lors d'une de nos séances. Avec une thérapie intensive, vous devriez retrouver une mobilité complète. Cela prendra des mois, peut-être 1 an, mais vous remarcherez. Ne documentez pas cela dans mes dossiers officiels pour l'instant, ai-je demandé. J'ai besoin que tout le monde croie que je suis handicapé de façon permanente pendant encore un petit moment. Le docteur Mitchell haussa un sourcil mais accepta de garder confidentielle ma guérison rapide. Pendant ce temps, Marcus montait méthodiquement notre dossier. Il avait recruté l'inspectrice Lisa Mendoza de la division des crimes en col blanc, une femme vive d'une 30aine d'années spécialisée dans la fraude successorale. Ensemble, ils découvrirent que Vivian falsifiait mes signatures sur des documents, transférant des actifs vers des comptes qu'elle contrôlait.
Elle n'a pas chômé, rapporta Lisa lors d'une de nos réunions secrètes. Procuration médicale, demande de tutelle financière, même des documents préliminaires pour vous faire déclarer mentalement incompétente en raison de votre traumatisme crânien. Elle n'essaie pas seulement de voler votre héritage, elle essaie de vous rendre juridiquement impuissante. Mais nous avions des avantages dont Vivian ne se doutait pas. Mon père avait été paranoïaque quant à la protection de sa fortune, installant des caméras cachées dans toute la maison après une tentative de cambriolage des années auparavant. Le système était contrôlé par une société de sécurité qu'il avait engagée, inaccessible à quiconque sans autorisation appropriée. Les caméras tournaient ce matin de Noël, m'informa Marcus avec un sourire sinistre. Nous avons des images de tout l'incident de l'escalier. Cela montre clairement qu'elle vous pousse, puis se positionne pour paraître innocente avant d'appeler à l'aide. Le filet se resserrait autour de Vivian, mais je voulais plus que de simples accusations criminelles. Je voulais une justice complète et totale. Les visites de Vivian devinrent plus fréquentes à l'approche de mon 25e anniversaire. Elle arrivait avec des documents juridiques, parlant sur ce ton condescendant que les gens utilisent avec les enfants ou les invalides. Maintenant ma chérie, ces papiers te faciliteront tellement la vie, expliquait-elle, étalant des contrats sur la table de mon lit d'hôpital. Avec ton état, gérer l'empire commercial de papa serait écrasant. Je m'occuperai de tout et tu recevras une belle allocation mensuelle pour prendre soin de tes besoins. Je fis semblant d'être confuse, impuissante, jouant parfaitement le rôle de la victime atteinte de lésions cérébrales. Je ne comprends pas tous ces grands mots, Vivian. Es-tu sûr que papa voudrait ça, demandai-je d'une petite voix, regardant ses yeux s'illuminer de triomphe. Oh ma chérie, ton père voudrait ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en ce moment, cela signifie laisser quelqu'un de responsable s'occuper des choses compliquées. Elle me tapotait la main avec condescendance, ne remarquant jamais l'enregistreur que Marcus avait caché dans ma chambre. Entre ces visites, je travaillais plus dur que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Les séances de kinésithérapie duraient des heures. Je réapprenais à marcher, je renforçais ma force, je surmontais une douleur qui me faisait parfois hurler dans mon oreiller. Mais chaque pas en avant était un pas de plus vers la justice. Ma véritable percée eut lieu 4 mois après l'accident. Je pouvais traverser ma chambre d'hôpital sans aide, bien que je continue à utiliser le fauteuil roulant chaque fois que Vivian ou ses associés étaient présents. La tromperie était épuisante mais nécessaire. Elle devient désespérée, observa Marcus lors d'une de nos réunions. L'audience pour l'héritage a lieu dans 6 semaines et elle insiste de plus en plus pour obtenir ses papiers de tutelle. Elle sait qu'une fois que vous aurez officiellement hérité, sa fenêtre d'opportunité se refermera. Je souris, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis la mort de mon père. Alors donnons-lui exactement ce qu'elle veut. Planifier l'audience. Laissons-la croire qu'elle a gagné. J'ai prévu le cadeau de Noël parfait pour ma chère vieille belle-mère. La nouvelle de mon état s'était répandue dans les cercles d'affaires de mon père, et les réactions révélaient qui étaient nos vrais amis. La plupart des associés de papa envoyèrent des fleurs et de vagues promesses de visite. Mais certaines personnes me surprirent par leur loyauté. Jennifer Santos, l'ancienne associée de mon père, apparut un soir dans ma chambre d'hôpital, les larmes aux yeux. Votre père a sauvé mon entreprise il y a 15 ans alors que j'étais au bord de la faillite, dit-elle en s'installant sur la chaise visiteur. Il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Maintenant, je veux lui rendre l'appareil. Jennifer était une figure puissante dans le secteur immobilier, une millionnaire autodidacte avec des relations dans toute la ville. Elle avait remarqué que Vivian se renseignait sur la vente de certaines propriétés de mon père, des propriétés qui ne devaient pas être touchées avant que j'hérite. Elle appelle mon bureau, prétendant représenter vos intérêts, expliqua Jennifer. Quelque chose clochait, alors j'ai commencé à creuser. Vivian rencontre des promoteurs pour discuter de la liquidation d'actifs afin de payer vos soins. Cette femme prévoit de dépouiller tout ce qui a de la valeur avant que vous n'obteniez le contrôle légal. Un autre allié inattendu fut Thomas Rivera, le comptable de mon père. Homme discret d'une 60aine d'années, méticuleux dans les détails, Thomas avait suivi des activités financières irrégulières dans les comptes de la succession. Mademoiselle Johnson, dit-il lors d'une réunion privée, il y a eu des retraits non autorisés totalisant près de 200 000 $. Les transactions sont habilement déguisées en frais médicaux et en entretien ménager, mais l'argent va sur des comptes que votre belle-mère contrôle. Armés de ces nouvelles preuves, Marcus et Lisa élargirent leur enquête. Ils découvrirent que Vivian vivait bien au-dessus de ses moyens depuis des années, accumulant des dettes massives qu'elle avait cachées à mon père. L'héritage n'était pas seulement une opportunité pour elle,
c'était sa seule issue face à la ruine financière. Elle est acculée, expliqua Lisa. Les gens désespérés font des choses désespérées, ce qui la rend dangereuse mais aussi plus susceptible de commettre des erreurs. Les pièces de notre dossier s'assemblaient parfaitement. 6 mois après ma chute, le masque de Vivian commença à glisser plus fréquemment. La tension de maintenir son rôle de belle-mère attentionnée tout en préparant secrètement le vol de tout mon héritage la rongeait. Ses cheveux parfaitement coiffés montraient des racines grises, ses vêtements de marque flottaient sur sa silhouette, et son sourire semblait de plus en plus forcé. Lors d'une visite particulièrement tendue, elle craqua lorsque je posai une question innocente sur les affaires de papa. « Pour l'amour de Dieu, Alia, arrête de poser des questions sur des choses que tu ne peux plus comprendre. » Siffla-t-elle, puis se couvrit immédiatement la bouche d'horreur devant son emportement. « Je suis désolée, ma chérie, balbutia-t-elle, forçant son ton mielleux à revenir. Je suis juste sous tellement de stress à tout gérer. Tu sais que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais j'avais vu la vraie Vivian en dessous, en colère, désespérée, et tenant à peine le coup. Marcus surveillait ses communications par des voies légales, et les renseignements étaient troublants. Vivian faisait des recherches sur des établissements pour personnes atteintes de graves handicaps cognitifs, prévoyant essentiellement de me faire interner une fois qu'elle aurait obtenu la tutelle. Elle ne prévoit pas de te garder comme une dépendante handicapée, révéla Marcus lors d'une de nos réunions secrètes. Elle veut te faire disparaître complètement. Il y a des emails discutant d'établissements de soins de longue durée dans des endroits reculés, des endroits où tu n'aurais aucun contact avec quiconque te connaissait auparavant. La révélation me frappa comme un coup physique. Cette femme n'avait pas seulement essayé de me rendre infirme, elle prévoyait d'effacer toute mon existence, de m'enterrer vivante dans une institution pendant qu'elle vivait somptueusement de mon héritage. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôpital, j'ai appelé Jennifer Santos. Ma voix était stable malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. « J'ai besoin que tu m'aides à planifier quelque chose de spécial pour Noël, ai-je dit. Il est temps que Vivian fasse face aux conséquences de ses choix. »« De quoi as-tu besoin ?» demanda Jennifer sans hésitation. « Accès à mon fonds fiduciaire pour un achat très spécifique. Et votre liste d'invités pour la fête de Noël la plus exclusive de la ville. Nous allons donner à tout le monde une histoire de vacances qu'ils n'oublieront jamais. » Planifier la vengeance parfaite nécessita des mois de coordination minutieuse. Pendant que Vivian croyait m'avoir isolé et rendu incapable avec succès, je construisais un réseau d'alliés et me préparais pour la performance de ma vie. Jennifer Santos devint ma coordinatrice secrète. Utilisant ses relations d'affaires pour organiser tout ce dont j'avais besoin tout en maintenant l'illusion que j'étais impuissante dans mon lit d'hôpital. Grâce à elle, j'engageais les meilleurs photographes d'événements de la ville, des ingénieurs du son, et même un détective privé pour documenter les activités de Vivian. La clé de mon plan était la propre vanité et les ambitions sociales de Vivian. Chaque décembre, elle organisait une fête de Noël élaborée, essayant de s'établir comme une hôtesse de société. La fête de cette année serait sa plus grandiose, elle l'a planifiée depuis des mois. Invitant des juges, des politiciens, des chefs d'entreprise et des personnalités médiatiques. Elle voulait consolider son statut de veuve éplorée gérant la situation tragique de sa belle-fille. Elle a envoyé plus de 200 invitations, rapporta Jennifer. La liste des invités ressemble à un annuaire mondain de l'élite de la ville. Elle a engagé un traiteur 5 étoiles, un quatuor à cordes, et a même loué des meubles supplémentaires pour transformer le manoir en un pays des merveilles hivernales. Pendant ce temps, ma kinésithérapie se poursuivait en secret. Je pouvais maintenant marcher sans assistance pendant de longues périodes, bien que j'aie encore besoin du fauteuil roulant pour les plus longues distances. Ma jambe ne serait plus jamais tout à fait la même, mais j'étais loin de la victime handicapée de façon permanente que Vivian croyait avoir créée. Thomas Rivera avait été inestimable pour documenter les crimes financiers de Vivian. Nous avions maintenant la preuve de près de 300 000 $ de retraits non autorisés, de signatures falsifiées et de demandes médicales frauduleuses. La trace écrite était accablante. Elle facture votre assurance pour des traitements que vous n'avez jamais reçus, expliqua Thomas. Des séances de kinésithérapie qui n'ont jamais eu lieu, du matériel médical qui n'a jamais été livré, même des médicaments sur ordonnance qu'elle vend en ligne. La fraude est étendue et bien documentée. L'inspectrice Lisa Mendoza avait obtenu des mandats de perquisition pour les comptes personnels de Vivian et découvert des preuves encore plus accablantes. Des communications avec des fournisseurs médicaux du marché noir, des recherches sur des poisons intraçables, et des plans détaillés de notre maison avec l'escalier marqué pour des angles d'impact optimaux. Elle planifiait cela depuis plus d'1 an, révéla Lisa.
ce n'était pas un crime passionnel. C'était une tentative de meurtre calculé. Décembre arriva avec une chaleur inhabituelle, comme si l'univers offrait des conditions parfaites pour ce que j'avais prévu. Les préparatifs de la fête de Vivian l'absorbaient complètement. Elle était à la maison tous les jours, dirigeant les traiteurs, les fleuristes et les décorateurs avec une précision militaire. J'avais quitté l'hôpital 2 semaines plus tôt, emménageant officiellement de nouveau dans le manoir sous la garde de Vivian. Elle avait converti la bibliothèque du rez-de-chaussée en ma chambre, affirmant que les escaliers étaient trop dangereux pour quelqu'un dans mon état. L'ironie ne m'échappa pas. Jouer l'invalide impuissante dans ma propre maison était une torture mais nécessaire. Je passais mes journées dans le fauteuil roulant, laissant Vivian s'agiter autour de moi tout en documentant secrètement tout. Les caméras cachées installées par Marcus la capturaient en train de fouiller dans les papiers privés de mon père, passant des appels téléphoniques à des contacts mystérieux, et répétant ses discours de belle-mère dévouée devant les miroirs. La fête a lieu ce samedi, annonça Vivian pendant le petit déjeuner, son excitation à peine contenue. Toutes les personnes les plus importantes de la ville seront là. Je vais porter un toast spécial sur la force de notre famille pendant les moments difficiles et sur la façon dont nous allons de l'avant ensemble. Elle me serra l'épaule de manière possessive. Tu seras une telle inspiration, ma chérie, montrant à tout le monde avec quelle bravoure tu fais face à tes limitations. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jennifer travaillait en coulisses, s'assurant que plusieurs invités clés s'attendraient à un divertissement très différent. Le procureur de district, 3 juges de la Cour supérieure, le commissaire de police et une demi-douzaine d'avocats éminents avaient été discrètement informés qu'ils pourraient être témoins de quelque chose d'important lors de la fête de Vivian. Marcus et Lisa s'étaient coordonnés avec les ingénieurs du son pour installer du matériel d'enregistrement supplémentaire dans toute la maison. Chaque conversation, chaque réaction, chaque moment de ce qui allait se dérouler serait documenté en audio et vidéo d'une clarté cristalline. Mon fauteuil roulant personnalisé était arrivé ce matin-là. Un modèle élégant, presque silencieux, qui me permettrait de me déplacer librement dans toute la maison sans attirer l'attention. Des compartiments cachés contenaient des enregistreurs de secours, des documents juridiques et un smartphone très spécial chargé des preuves qui détruiraient la vie de Vivian. Le piège était tendu. Dans 3 jours, la justice serait enfin rendue. Le samedi soir arriva avec un air hivernal vif qui faisait scintiller les lumières du manoir comme des joyaux. Vivian s'était surpassée. La maison ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine, avec des roses blanches, des rubans dorés et des lumières scintillantes transformant chaque pièce en un élégant pays des merveilles hivernales. Je me positionnai dans le coin du salon, jouant le rôle de l'invalide reconnaissante assistant au rassemblement de sa belle-mère. Les invités arrivèrent par vagues, des voitures de luxe bordaient notre allée circulaire, des robes de créateurs bruissaient dans les couloirs en marbre, et l'air s'emplit du murmure des personnes les plus puissantes de la ville réseautant autour de champagne et de caviar. Vivian flottait à travers la foule comme une reine tenant sa cour, acceptant les condoléances concernant mon état tragique avec une grâce parfaitement étudiée. Elle est si courageuse, l'entendis-je dire à la juge Patricia Morris. Malgré tout, elle insiste pour être ici ce soir, soutenant nos traditions familiales. Le procureur de district Robert Mendoza, l'oncle de l'inspectrice Lisa, s'avéra Teil, s'approcha de mon fauteuil roulant avec une réelle inquiétude. « Comment tenez-vous le coup, Alia ? Cela doit être écrasant. » Sa présence n'était pas une coïncidence. Lisa l'avait briefé en détail sur notre enquête. « Je me débrouille, répondis-je doucement, jouant mon rôle. Vivian s'est si bien occupée de tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. » Les mots avaient un goût de poison mais ils étaient nécessaires pour ce qui allait arriver. Au fil de la soirée, je regardais Vivian travailler la pièce avec une précision calculée. Elle parla avec le président de la Banque de la gestion des besoins financiers complexes d'Alia, discuta des options de soins de longue durée avec le docteur Hamilton de l'établissement médical le plus exclusif de la ville, et discuta même avec la magnate de l'immobilier Patricia Wells de décisions potentielles concernant les propriétés. Chaque conversation était enregistrée par l'équipement caché installé par Marcus. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque mot révélant ses véritables intentions était capturé pour la postérité. À 21h30, Vivian se déplaça au centre du grand hall d'entrée, une coupe de champagne levée pour son toast prévu. Le quatuor à cordes se tut, et tous les yeux se tournèrent vers son sourire radieux. Elle n'avait aucune idée que sa soirée parfaite était sur le point de devenir son pire cauchemar. « Mesdames et messieurs », lança Vivian, sa voix portant magnifiquement à travers le hall en marbre. « Merci à tous de vous joindre à notre famille pendant cette période des fêtes.
Cela signifie énormément pour nous d'avoir de si merveilleux amis qui nous soutiennent dans les moments difficiles. La foule se rassembla autour d'elle, les coupes de champagne scintillant sous les lustres. J'ai positionné stratégiquement mon fauteuil roulant près des haut-parleurs principaux, mon smartphone spécial près sur mes genoux. Comme beaucoup d'entre vous le savent, continua Vivian, sa voix prenant ce ton mielleux que j'avais appris à mépriser, notre famille a fait face à d'énormes épreuves cette année. D'abord la perte de mon mari bien-aimé Harold, puis l'accident tragique d'Alia. Elle marqua une pause dramatique, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Mais je veux que vous sachiez tous que l'amour vainc tous les obstacles. Malgré ses limitations, malgré les défis à venir, je serai toujours là pour ma précieuse belle-fille. Ensemble, nous construisons un avenir qui honore la mémoire d'Harold tout en garantissant qu'Alia reçoive les soins dont elle a besoin. La salle murmura avec appréciation. Plusieurs invités me jetèrent un regard de pitié et d'admiration pour le dévouement de Vivian. La juge Maurice hocha la tête avec approbation devant cette démonstration de loyauté familiale. Vivian leva sa coupe de champagne plus haut. Alors ce soir, je porte un toast à la famille, à la persévérance et à l'amour qui nous unit à travers toutes les tempêtes. 2. J'appuyai sur lecture sur mon smartphone. La propre voix de Vivian emplit la pièce à travers le système audio, cristalline et indubitable. Regina, je te dis que ça a parfaitement fonctionné. J'ai fait croire à un accident. Elle ne remarchera plus jamais. La coupe de champagne glissa des doigts figés de Vivian, se brisant sur le sol en marbre avec un bruit semblable à des coups de feu. Chaque conversation cessa. Chaque visage se tourna d'elle vers les haut-parleurs, puis de nouveau vers son expression pâle et horrifiée. L'audience pour l'héritage a lieu le mois prochain et avec elle incapable, je peux contester le testament au motif de son incapacité à gérer la succession. Sa voix enregistrée continua sans relâche. 8 millions de dollars Regina. 8 millions de dollars qui auraient dû m'appartenir depuis le début. Le silence était assourdissant. 200 des personnes les plus influentes de la ville se tenaient figées. Témoins de l'aveu d'une tentative de meurtre. Puis je me suis levé de mon fauteuil roulant. Le halètement qui parcourut la pièce fut audible. Les mâchoires tombèrent. Les coupes de champagne tremblèrent dans des mains choquées. Et tous les yeux se fixèrent sur moi alors que je marchais d'un pas assuré vers le centre du hall où Vivian se tenait paralysée par la terreur. Surprise belle-mère, dis-je calmement, ma voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. J'espère que tu as apprécié ton toast car c'est le dernier que tu porteras jamais en femme libre. Le visage de Vivian passa par plusieurs émotions, choc, peur, rage, et enfin calcul désespéré. C'est de la folie, hurla-t-elle. Son sang-froid complètement brisé. Elle a clairement eu une sorte de dépression nerveuse. Cet enregistrement est faux. N'importe qui peut manipuler l'audio de nos jours. Le procureur de district Mendoza s'avança, son expression dure comme du granit. L'enregistrement a été authentifié par nos spécialistes en audio forensique, Madame Johnson, ainsi que les images de sécurité de votre maison vous montrant en train de pousser Madame Johnson dans l'escalier, les preuves de fraude financière et vos recherches écrites sur les méthodes de meurtre. L'inspectrice Lisa Mendoza émergea de la foule avec 2 officiers en uniforme. Vivian Michelle Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude, faux et usage de faux, et complot. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que les menottes se refermaient autour des poignets de Vivian, elle regarda désespérément les invités assemblés. Vous ne pouvez pas croire ça. J'ai élevé cette fille ingrate. J'ai consacré ma vie à ses soins après l'accident. L'accident que vous avez causé, dis-je calmement, m'approchant d'elle. L'accident que vous avez planifié pendant des mois, espérant me tuer ou me laisser si handicapé que vous pourriez voler tout ce pourquoi mon père a travaillé. Mais vous avez oublié quelque chose d'important, Vivian. Papa m'a toujours appris que la patience et la préparation l'emportent sur la cupidité impulsive à chaque fois. La foule s'écarta alors que les officiers conduisaient Vivian vers la porte. Elle se retourna pour me crier une dernière fois. Tu crois que tu as gagné? Tu ne te débarrasseras jamais de moi. Je ferai appel. Je me battrai. Je vais. Vous purgerez 15 ans pour tentative de meurtre, interrompit froidement la juge Maurice. Je serai très intéressé de présider votre procès, Madame Johnson. Très intéressé en effet. Alors que les voitures de police s'éloignaient, leurs gyrophares rouges et bleus se reflétant sur les Mercedes et les BMW dans notre allée, je me tenais dans la maison de mon père, ma maison, entouré de témoins qui s'assuraient que cette histoire se répande dans toute la ville dès le matin.
6 mois plus tard, je suis entré dans cette salle d'audience sans aide et j'ai regardé Vivian recevoir sa peine de 15 ans. L'héritage était officiellement à moi. Chaque centime volé récupéré avec intérêt. Mais le meilleur dans tout ça? Chaque Noël depuis, je lui envoie une carte en prison, une photo de moi marchant, courant, dansant, vivant la vie qu'elle a essayé de détruire. Parce que parfois, le karma ne vient pas naturellement. Parfois, il faut le servir soi-même, glacial et parfaitement synchronisé. Et laissez-moi vous dire, c'est plus doux que n'importe quel fantasme de vengeance ne pourrait jamais l'être. Une partie de moi se sent coupable de la façon dont tout cela s'est passé. Suis-je folle ou ne m'ont-ils vraiment laissé aucun choix? J'aurais besoin d'un point de vue extérieur ici.